Bonjour, excusez-moi, j'ai beaucoup hésité parce que, parce que je prends souvent la parole le premier, je bavarde beaucoup. Surtout que souvent les conférenciers sont des collègues. J'ai collaboré avec Cheikh Saadbou Kamara. Pendant plusieurs années, il dispensait des cours sur les droits de l'homme et sur la société civile. J'étais son coéquipier, son second, son amalaz, son traducteur, comme on dit. Et tout de suite, son interprète, voilà. Il a essayé de définir la société civile. Surtout qu'il y a seulement 2 jours, je crois, ou 3, nous étions aussi dans une conférence sur la société civile, sa définition. Et c'était un autre éminent professeur et militant associatif en la personne de M. Amadou Sall qui faisait cette conférence. De toute façon, ce que j'en retiens aujourd'hui, c'est qu'il faut que dans notre pays, que nous puissions faire la différence entre la société civile et la société politique. À entendre le vocable société civile, on pense tout de suite que c'est par opposition à la société militaire. Non, c'est par opposition à la société officielle, c'est-à-dire à la société politique, au gouvernement, aux partis politiques. Il en a suffisamment parlé. Je voudrais tout simplement dire que nous devons en conclure qu'on ne peut pas avoir le chapeau de la société civile et en même temps le chapeau des partis politiques, le chapeau des syndicats, le chapeau des boutiques. Et je sais de quoi je parle. Je crois que parmi nous ici, nous connaissons assez le palmarès de la société civile, l'univers associatif aujourd'hui en Mauritanie. Beaucoup d'entre nous sont à la fois société civile, partis politiques, syndicats et plusieurs choses d'autres. Quel est l'inconvénient? C'est que, comme on dit en hassaniya, vous essayez de faire tout à la fois et au finish, vous ne faites rien du tout. Ensuite, vous biaisez la démocratie. Le propre de la démocratie, c'est de répartir les rôles entre plusieurs acteurs différents qui doivent travailler en complémentarité et chaque acteur doit répondre de son rôle. Et on doit éviter l'amalgame, on doit éviter le monopole, on doit éviter la centralisation. Parce que la démocratie vient corriger justement des systèmes. Elle n'est pas probablement, certainement, le meilleur système, mais c'est le meilleur parmi ceux qui existent ou ceux qui ont existé. C'est tout simplement parce qu'elle a corrigé les défauts des systèmes centralisés, des systèmes de monopole, des systèmes autocratiques, des systèmes où un seul individu ou une seule équipe monopolise tous les pouvoirs, tous les rôles et toutes les prérogatives. Je vous remercie. Merci, Billy. Siré, il y a le professeur Soulama. Voilà, moi aussi c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai écouté le professeur Kamara, mais bon, vu mon penchant critique, moi je fais des constats. L'une des finalités des droits de l'homme, c'est de protéger la dignité humaine. Et quand nous regardons le monde tel qu'il fonctionne actuellement, il y a un traitement des individus à géométrie valable selon qu'ils sont dans les pays pauvres ou qu'ils sont dans les pays riches. Aujourd'hui, vous prenez toutes les sociétés civiles africaines. Je reviens comme ça de Lisbonne où j'ai rencontré des acteurs de la société civile. Au nom de cette dignité humaine, il y a 2 penchants. Il y a ceux qui disent, dès lors que l'inspiration des droits de l'homme vient des religions et de la raison, eh bien, la raison doit être le fondement de l'écriture du droit positif.
Aujourd'hui, il y a un malaise au niveau de toutes les sociétés civiles africaines par rapport à la question de l'homosexualité. Nous avions tous photocopié les constitutions occidentales qui disent on est tous égaux, on est égal devant la loi. Tout le monde a le droit de se marier, tout le monde a le droit de faire ceci ou de faire cela. Aujourd'hui, peu d'organisations de la société civile ont le courage de traiter de cette question. Prenons le cas de l'euthanasie. C'est toujours au nom de la dignité qu'on dira que quand la personne elle est malade, elle est en fin de vie, elle a le droit de demander la mort médicalement assistée. D'autres disent non, c'est haram, c'est contraire à la religion. Mais tous les deux partent de la notion même de la dignité humaine qui devient aujourd'hui de plus en plus floue. Donc, cette question, il faut qu'il y ait un débat là-dessus. Nous, en tant qu'Africains, quel est au niveau de la Déclaration des droits de l'homme, quel doit être le credo de la société civile par rapport à des pratiques qui ne sont pas non seulement attentatoires à la dignité humaine, mais qui sont même contraires à nos valeurs au sens les plus simples. Quand aujourd'hui vous voulez critiquer l'homosexualité, on dira homophobie, vous êtes fermé, vous n'êtes pas ouvert, vous êtes intolérant. Et moi, je me pose beaucoup de problèmes. Quand Obama est venu à Dakar, il y a un journaliste américain qui a posé en direct la question à Macky pour lui dire, Monsieur le Président, est-ce qu'un jour vous allez accepter le mariage des homosexuels? J'ai en tête la déclaration de Macky. Les homosexuels ne seront pas persécutés au Sénégal, mais tant que je serai président, il n'y aura pas la dépénalisation. Il faut donc au niveau de la société civile, on ait le courage de dire ça, on est d'accord, mais à partir de là, il y a un seuil au-delà duquel nous ne pouvons pas reculer. Sinon, au nom de ces droits humains-là, on risque d'avoir pas mal de problèmes. Deuxième élément, les États africains ont démissionné. Parce qu'aujourd'hui, si en Libye, on se permet de vendre l'être humain. Moi, quand j'étais à l'île de Gorée, j'ai vu comment on vendait les gens. C'est selon la force, les dents, pour avoir des relations. Quand on veut avoir beaucoup d'enfants, on croise les Yoruba, tel et tel. Moi, je pensais que c'était derrière nous. Je ne pensais pas que l'humanité allait regretter à un degré de seuil où on arriverait à la chosification de l'être humain. Parce que, professeur, quand on vend quelqu'un, on lui a dépouillé de sa dignité humaine. Pour tuer le Tutsi, le Hutu a dit que c'est un cafard on l'écrase. Donc cette question des droits humains aujourd'hui pose beaucoup de problèmes par rapport à ceux qui ont un certain niveau d'abstraction, un certain niveau, si vous voulez, d'intelligence. Il ne faudrait pas qu'on nous impose des normes au nom de l'universalité, alors que ces normes créent des secousses au sein de notre famille, au sein de nos vies, au sein de nos consciences, au nom des intimités. Que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc. Il y a des problèmes qui sont là, il faut que les gens le regardent. En plein Ramadan, des jeunes organisent un buffet, ils mangent en public. Place du 5 mai à Rabat, on les arrête. L'avocat dit, le Maroc garantit la liberté de culte, on les libère. On arrête des homosexuels en Algérie, on dit, bon, discrimination fondée sur le genre. Mais tôt ou tard, ça viendra en Mauritanie, on commence à insulter ici la religion. On dira aussi, l'État étant laïque, l'État doit garantir l'expression de toutes les opinions religieuses. Moi, c'est à ce niveau que je me pose problème. Ce n'est pas au niveau de l'applicabilité de l'article. Droit à aller à tel, droit à faire tel. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est cette notion de la dignité. Est-ce qu'elle est universelle? Est-ce qu'elle est inaliable? Et pourquoi nous, en tant qu'Africains, nous n'osons pas prendre nos responsabilités et dire par rapport à ces gens-là, nous, on est d'accord par ça, on n'est pas d'accord pour ceci, sinon nous risquons d'aller, si vous voulez, dans l'impasse. Parce qu'aujourd'hui, si on taxe certains militants des droits de l'homme d'être à la solde de tel et tel, c'est lié à ce phénomène. Et je termine par l'interpellation de mon ami qui a parlé de la Mauritanie. Ce n'est pas seulement la Mauritanie, c'est dans tous les pays africains. On ne pourra jamais vivre dans un pays africain et porter une seule casquette. Il y a la faiblesse des ressources humaines, il y a les salaires qui sont très faibles, il y a la gabégie, il y a la gouvernance. J'ai écrit sur Facebook que celui qui a gagné à Radio Mauritanie 2 jours, c'est ce que je vais gagner jusqu'à l'Ahara. Alors que moi, j'enseigne à la fac, j'ai fait des vacations. En 2 jours, quelqu'un gagne 480 millions d'ouguiya. On n'est pas en Chine, on n'est pas aux États-Unis, on est ici en Mauritanie. Cette question devait interpeller les gens.
on est arrivé à un degré de délabrement éthique et moral que je me demande même est-ce que les fondements de l'État mauritanien, c'est un fondement encore viable? Je vous remercie. Il faut vous dire que le professeur Sow enseigne la sociologie et l'anthropologie. Et c'est un de nos plus brillants professeurs. Et je sais de quoi je parle parce que je suis à la retraite. Siré, tu passes il y a un jeune homme là qui a levé la main ici et après à Ebaye. Voilà, sur la gauche, là, non, là, voilà. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Merci, professeur, pour cette exposition. Alors, moi, je vais juste m'attarder sur la question de la société civile ici même en Mauritanie. Pardon, est-ce que tu peux te présenter? Oui, c'est Baye Omar Niass, président de l'association Habal Watan. Merci. Okay. En fait, je voulais m'attarder sur la question de la société civile existante même ici en Mauritanie. Tout début étant jeune, j'en ai beau entendu de cette mouvement de la société civile qui existe ici en Mauritanie. Et normalement, ce qui était censé normalement gérer ou bien essayer au moins d'alléger la colère de ces citoyens de seconde zone ne se manifeste pas. Et on a une pléthore, je dirais même des milliers de casquettes de société civile ici en Mauritanie qui se voilent un peu la face de leur rôle ou bien de leur responsabilité, en fuyant un peu les responsabilités. Parce qu'on sait ce qui s'est passé ici même en Mauritanie concernant le système même judiciaire en Mauritanie. Et la société civile peine à marcher sur ces pas-là, c'est-à-dire à revendiquer ou bien à faire office par rapport à ce qui se fait ou bien ce qui s'est fait par rapport au pouvoir central. On ne les voit pas, on ne les voit pas réagir. Le référendum, on en a beau subi, surtout nous jeunes. Il n'y a que via Facebook que certains jeunes se manifestent, mais je n'ai pas vu, que ce soit dans des articles ou bien des sorties de presse, que la société civile se positionne. Apparemment, on dit que toute la société civile mauritanienne, quand M. Belli nous dit que oui, maintenant c'est réglé et consort, mais nous vivons dans un régime autocratique où maintenant ce n'est plus, comment dirais-je, c'est la matracocratie qui existe même actuellement. Tu déconnes, on te foule des matraques et après c'est la prison et personne n'ose de lever le doigt. Les jeunes ont manifesté du 16 à travers un document, faire un plaidoyer au niveau de la jeunesse mauritanienne. C'est après maintenant que la société civile mauritanienne vient s'interférer à cette cadence pour pouvoir accroître ou bien augmenter leur quota, idem que les partis politiques. À un moment donné, on se dit que mais est-ce que cette société civile même existe? C'est la question que je me pose. Merci. Merci. Ebaye d'abord, ensuite. Siré. Bonsoir, je m'appelle Jena Batouré. Et c'est vrai, je suis parfois enquiquineuse, mais j'ai raison. Ma main était levée depuis tout à l'heure et le micro passait qu'entre les hommes. Donc, une de mes questions, c'est d'abord la suivante. Je sais que tu fais partie des personnes qui ont travaillé pour voir un peu le concept droit de l'homme. Pourquoi on ne dirait pas droit de la personne? Pour qu'effectivement, d'abord, les femmes puissent être incluses dedans. Donc, j'aimerais que tu nous en parles, qu'à un moment, ça a été un débat. Passer du droit de l'homme pour enlever l'aspect homme. Oui, je sais que c'est le grand H pour hommes et femmes, mais il y a eu un vrai débat qui était plutôt canadien et sur lequel lui-même il a travaillé pour dire droit de la personne au lieu droit de l'homme. Ce n'était pas vraiment ma question, mais c'est par rapport au micro que j'ajoute cette question-là. Donc, moi, j'aimerais un peu revenir sur les principes. En t'écoutant, on a entendu un certain nombre de points, et un des points qu'on a entendu, c'est les principes qui doivent exister et sous-tendre à la personne d'un défenseur des droits de l'homme, qui ont fait que, même avant, à titre d'exemple, même avant que tu ne quittes ce parti politique-là, qui était plus familial qu'autre chose, ou cette organisation, tu as d'abord payé ta cotisation par rapport à cela. Ensuite, la deuxième chose, ma deuxième question, c'est qu'aujourd'hui, on nous parle de société civile. J'apprécie beaucoup Bilil, mais je n'ai pas compris son intervention par rapport à ce qu'il a dit sur ce qu'est la société civile et ce qui ne l'est pas. Moi, je considère que être acteur de la société civile, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'opinion politique, ne pas avoir d'opinion
ne pas parler sur un certain sujet, ne pas être syndicaliste. Moi, dans mon petit entendement, je considère toutes ces organisations-là comme faisant partie de la société civile. La seule différence, c'est à partir du moment où le principe de la neutralité, de l'éthique, n'est pas pris en compte. Mais du moment qu'il est pris en compte dans ces... Donc finalement, je me pose la question, est-ce que tous ceux qui disent un discours contraire ou qui ne va pas dans le sens de l'autorité, entre guillemets, ne seraient pas acteurs de la société civile? Moi, je pense que si. Voilà, merci. Merci. On peut donner la parole à Ebaye d'abord, ensuite à toi. Ebaye. Je vous remercie. Mon nom, c'est Abaye Ansari. Et mes appréhensions sont... J'ai déjà la réponse par rapport à mes appréhensions dans la salle sur un thème et un sujet aussi important que celui de la société civile. Je m'attendais à une salle archi-comble avec une large représentativité de toutes les catégories. D'abord, je constate que la société civile mauritanienne elle-même n'est vraiment... Elle est sous-représentée. Il y a d'énormes personnalités qui sont là, mais j'ai une grande connaissance de la société civile mauritanienne et je sais très bien que les organisations de la société civile mauritanienne n'auraient pas toutes été prises dans cette salle. Donc c'est déjà un constat et un regret en même temps. Ça veut dire que le sujet commence un peu à devenir quelque chose d'abandonné à la limite. Ceux qui accompagnent la société civile aussi ne sont pas aussi représentés qu'ils devraient l'être, y compris l'État, les bailleurs de fonds, etc. Est-ce qu'il y a un désintérêt par rapport à la question de la société civile dans ce pays, par rapport aux années 90, par rapport aux années 2000? C'est un constat. Ma question qui relève un peu des contraintes soulevées par le professeur Camara, que j'ai eu l'honneur, je vais dire, à beaucoup d'occasions, d'être le second, comme d'autres m'ont précédé pour le dire, etc. La question des contraintes. Dans les années 90, quand on avait besoin de créer des sociétés civiles africaines, notamment ouest-africaines, on les a créées, elles étaient dynamiques. Parce qu'on avait besoin des sociétés civiles, on avait besoin qu'on bouge pour accompagner les processus de démocratisation. Depuis un certain temps, notamment dans la sous-région, on constate une folklorisation de la société civile, une instrumentalisation de la société civile au travers de ce qu'on appelle globalement, dans le cadre des accords de Cotonou, un peu les appels à projets. Nous sommes tous derrière les appels à projets. Nous n'avons plus le temps de défendre nos convictions, nos valeurs. Nous n'avons plus le temps de défendre les droits de l'homme qui ont été suffisamment développés par le professeur Camara. Ça, c'est un premier constat. D'un côté, on caporalise la société civile et d'un autre, on la folklorise, on l'instrumentalise au travers des mécanismes, des processus, des appels à projets, notamment les fameuses, pour ne citer que cela, et j'en assume totalement la responsabilité, et je sais de quoi je parle, notamment les fameux appels à proposition de l'Union européenne. Aujourd'hui, celui qui n'a pas un projet de l'Union européenne, je veux dire, ou qui ne travaille pas sur une subvention d'un appel à projet d'un autre bailleur de fonds, il n'existe pas comme société civile. C'est regrettable et je dis, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être mis en débat. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu le temps de le faire, mais j'invite les organisations de la société civile mauritanienne avec la société civile internationale qui est présente en Mauritanie, de mettre en débat la question de l'indépendance, entre guillemets, on n'est jamais totalement indépendant, de l'indépendance de la société civile pour vraiment défendre ses convictions, ses valeurs, ses missions, ses rôles, qui ne sont pas d'aller, je vais dire, défendre les couleurs d'un tel parti politique, qu'il soit majoritaire ou non majoritaire.
nos missions, nos rôles sont bien connus. C'est exactement, et cette introduction n'est pas anodine. Toute société civile doit défendre, a pour mission et pour mandat, justement, de défendre tous ces points qui ont été soulevés par le professeur Camara. Je n'ai vraiment pas, en tant que tel, de questions à poser, mais j'ai des constats et je suis amer, totalement amer, quand je vois cette salle. Ce n'est pas que je ne respecte pas beaucoup les personnes qui sont là parce que je les connais. La plupart d'entre elles, je connais leur engagement, mais je suis un peu resté sur ma faim, croyant que la société civile mauritanienne a pris du dynamisme, mais je trouve qu'elle est encore caporalisée par les financements des bailleurs de fonds. Je vous remercie. Je dois dire que Baye et moi, nous nous sommes retrouvés à Vienne, il n'y a pas longtemps, c'était en 1993, je crois. N'est-ce pas, Baye? On s'est retrouvés à Vienne en 1993. C'était à l'occasion de la conférence mondiale des droits de l'homme. Et c'est un expert en développement. Et on a travaillé ensemble aussi avec Enda Tiers-Monde. Et on a parcouru aussi d'autres chemins ici en Mauritanie. Je prends note de ce que tu as dit et je vais l'insérer dans mes prochaines conférences, s'il y en a, Inch'Allah. Attends, Alaoui, tu as eu le micro, vas-y. Bonsoir tout le monde. Je suis le colonel Alaoui de la gendarmerie. Je suis professeur à l'université de Nouakchott depuis 2000. Professeur de droit. J'ai suivi avec un grand intérêt la conférence, la brillante conférence du professeur, du doyen, vous dites le doyen, professeur Camara. Et je ne serai pas long, j'ai une question seulement à poser. Monsieur Camara, monsieur le professeur, vous savez plus que moi qu'il existe en Mauritanie des centaines, voire plus, des ONG, des droits de l'homme, des associations, etc. Et je ne suis pas sûr que tout ce monde-là, c'est-à-dire cette communauté d'organisations, fasse le travail demandé. C'est-à-dire, c'est des gens peut-être qui cherchent le lucratif. Et à votre avis, je demande, à votre avis, quelle est la meilleure façon pour suivre ces gens, les canaliser et les former? Je vous remercie. Merci. D'autres intervenants? Là-bas au fond de la salle, Siri. Bonjour à tous, excusez-moi. Donc moi c'est Diallo Seydou, ça sera peut-être deux petites questions. La première question, elle rejoint un peu ce qu'a dit le doyen. C'est la question relative plutôt au financement. Et d'autant plus que j'abonde sur ce pas concernant les organisations de société civile, on va dire internationales, quand elles viennent par exemple pour mener des actions au niveau local. Il y a une question, une course effrénée des associations, des ONG qui sont implantées au niveau local, qui sont à la recherche de financement, qui est effrénée et qui aujourd'hui pervertit un peu, on va dire, la question, les organisations de la... C'est bien d'avoir une prolifération de sociétés civiles, tant mieux, peut-être qu'il y a un engagement, mais nous savons tous que malheureusement, il y a pour certains, c'est un tremplin pour d'autres activités, malheureusement. Et cette première question ou cette première observation va rejoindre ma question, parce que j'ai travaillé sur la gouvernance des organisations de société civile mauritaniennes et malheureusement, on remarque que la société civile des fois est très prompt à donner des leçons et dans l'organisation interne, dans la gestion financière surtout interne, il y a une opacité, il y a une certaine forme d'opacité, des fois avec la complicité des bailleurs parce que de toute façon, ils se disent qu'en fin de compte, ils ne peuvent pas faire plus, donc il faut faire avec ce qu'on a. Et c'est ce qui pervertit en quelque sorte, il y a une utilisation, en tout cas de la pauvreté, de la souffrance des gens, qui est faite par des individus, malheureusement. Ils ne sont pas peut-être nombreux, mais en tout cas, ça greffe beaucoup la question de la société civile et qui aujourd'hui empêche les vrais acteurs à mener de très bonnes actions. Et tout cela, comme l'a rappelé notre ami, c'est le jeu qui a été fait aujourd'hui par les appels à projets où on ne cherche pas réellement est-ce que
les sociétés, par exemple, dans un quartier ou dans un village, il y a un besoin qu'on a identifié et on monte le projet. Maintenant, c'est en fonction des appels d'offres qu'on va monter le projet. Donc, la société civile, même des nouvelles sociétés civiles se créent parce qu'aujourd'hui, ce sont les questions de migration qui sont en phase. Donc, tout le monde devient spécialiste de la migration. Et puis, quand il y a eu la question du terrorisme, tout le monde est devenu spécialiste du terrorisme. Or, le monsieur était un spécialiste de l'environnement. Et demain, si ce sont les questions de drogue qui vont revenir, on va voir ceux qui étaient spécialistes de l'environnement être des spécialistes de la poudre blanche. Merci. C'est bon, je pense qu'on va laisser monsieur le professeur répondre, parce qu'il faut qu'on puisse arrêter les questions. Non, il se fait tard. Peut-être s'il y a une personne qui veut intervenir, parce qu'après on va conclure. Il n'y a pas d'autres intervenants. Mais tu ne seras pas long. Hein? Là, ton dernier temps là. Bon, moi je salue le professeur Chersad Kamara. Je sais que tout ce qu'il nous a présenté comme définition sur les droits de l'homme est très viable. Nous sommes très contents de son enseignement. Mais je sais aussi que la société civile, nous voudrions savoir quel est le rôle éventuellement de la société civile par rapport aux droits de l'homme en Mauritanie. Je pense que la société civile, elle doit plutôt penser à faire un plaidoyer pour éventuellement défendre les droits de l'homme sur tous les plans, les droits humains sur tous les plans, les droits des femmes en particulier, parce que la femme, bon, n'importe qui a besoin de la soutenir. Bon, tous les textes éventuellement qui ne sont pas vus et qui ne sont pas exécutés, qui défendent les droits des femmes en ce qui concerne les violences, en ce qui concerne beaucoup de choses. C'est des textes qui n'ont pas vu le jour encore et ils ne sont pas exécutés. Et je pense que la société civile dans son ensemble doit éventuellement appuyer les femmes pour qu'éventuellement ces textes aboutissent. Bien sûr, des textes qui doivent être éventuellement aussi pas tellement contraires aux droits, disons, à la charia. Bon, tout ce qui peut éventuellement épanouir la femme et qui ne sonne pas très fort sur la charia doit être exécuté. Bon, je crois que les droits de l'homme en Mauritanie, le parcours, je suis presque le dernier à être arrêté le 10 février 1991 parce que j'ai dressé à l'époque une lettre ouverte pour demander le redressement de la situation intérieure, problème mauritano-mauritanien, problème mauritano-sénégalais. Il y a de part et d'autre un passif. Et le passif humain des Mauritaniens au Sénégal n'a jamais vu le jour. Et le passif mauritanien, à chaque fois on sonne qu'il y a un passif qui n'a pas aussi été à tel point solutionné. Et je crois que la société civile, elle est absente dans beaucoup de problèmes, bien que je suis l'un des hommes ou des figures qui a défendu de trop ce qu'on appelle droit de l'homme en Mauritanie. Et j'ai connu aussi beaucoup de sacrifices. Je veux qu'éventuellement la société civile prenne en charge rien que faire aboutir ce qu'on appelle le droit tel qu'il est en Mauritanie. Tu peux conclure s'il te plaît? Hein? Tu peux conclure? Je peux même m'arrêter, prof. À ta convenance. Merci. Je vous remercie. Merci. Bon, je vais essayer de répondre aux questions et après on va conclure. Alors, je note qu'il y a 3 aspects qui vous préoccupent. Le premier, c'est ce qu'on appelle les ONG cartables, c'est-à-dire qui sont des fausses ONG, mais qui en réalité cherchent des financements. Le deuxième, c'est le rapport entre société civile et société politique. Et le troisième, c'est chacun cherche midi à sa porte. C'est-à-dire, c'est comme une auberge espagnole, on y mange ce qu'on a amené, ce qu'on a apporté. Bon appétit pour ceci. Alors, moi, je n'ai pas voulu parler d'ONG cartables parce qu'il y a aussi des partis politiques qui sont cartables. Et il y a des syndicats aussi qui sont cartables.
Et il faut bien faire attention aux termes. Quand on parle de société civile, on ne parle pas assurément, forcément, de l'ensemble des acteurs non étatiques. Ça, c'est une autre terminologie pour désigner à la fois les syndicats, les hommes d'affaires et la réelle société civile. Mais l'accord de Cotonou l'a fait parce que c'était devenu à la mode. Je dois vous faire un rappel. Au début des années 2000, il y a eu la création du mouvement social, du Forum social mondial. Ce Forum social mondial a été créé à Porto Alegre, au Brésil, parce qu'il y avait un forum qui réunissait en Suisse les hommes d'affaires et il était interdit à la société civile d'y accéder. Mais ce n'est pas la seule réaction. La deuxième, c'est que la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods, notamment le FMI, la Banque mondiale et autres, avaient intégré une dimension d'associer les populations à travers la société civile. Troisième remarque dont il faut se souvenir, c'est que les partis politiques ont montré leurs limites. Les relations entre le Nord et le Sud ont aussi montré leurs limites. Il fallait donc choisir, imaginer, penser à quelque chose. Et si actuellement des gens parlent d'un effort de la part du Nord par rapport au Sud, et notamment d'un plan Marshall, entre guillemets, pour aider les pays africains à s'en sortir, beaucoup de gens s'élèvent contre cette approche. Et il ne faut pas tendre la main, parce que ceux qui tendent la main sont sous la domination ou sous le joug de ceux qui leur prêtent l'argent ou qui leur en donnent. Et il y a un paradoxe. Les pays du tiers-monde s'endettent, et rien que les intérêts de la dette qu'ils remboursent dépassent largement leurs moyens. Donc, aller trouver une solution, plus ils vont s'endetter, et plus ils vont accumuler des dettes, et plus ils vont accumuler des dettes, puis les intérêts de la dette s'élèveront à des sommes assez importantes. Tout cela pour vous dire que beaucoup de gens essaient de gagner leur pain à travers les appels d'offres, comme l'ont répété certains. Mais ma position, à moi, c'est qu'il ne faut pas leur jeter la pierre, mais il faut les aider à se redresser et les faire participer et les amener à comprendre qu'il vaut mieux faire des sacrifices maintenant et tout de suite plutôt que d'essayer de se précipiter vers les guichets, quels qu'ils soient. Mais les pouvoirs politiques en place jouent aussi sur cet élément. Les pouvoirs politiques ont leur société civile à elles. Il y a eu des cérémonies et peu d'entre nous ont été invités à ces cérémonies. Il y a parmi nous certains qui sont marqués un peu d'une croix. Je n'ose pas parler de croix rouge, mais d'une croix en tout cas, pour distinguer le bon ou le mauvais militant associatif. Et tous les partis politiques ont leurs sympathisants dans la société civile. Et quand on parle de gouvernance, de redevabilité, de gestion des revenus, etc., où la société civile essaye de mettre un peu d'ordre, on écarte ceux qui sont censés y voir plus clairement et on appelle des faire-valoir. Il y a ici des gens qu'on envoie à Genève pour défendre l'indéfendable. Il y en a d'autres qui vont à côté à Banjul. Banjul, c'est le siège de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, pour essayer aussi de défendre l'indéfendable. Je veux dire par là qu'il y a des ONG cartables, on en tient compte, on s'en rend compte. Ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de l'intérieur de les améliorer. La question concernant les relations entre la société civile et la société politique, ça c'est un vieux serpent de mer qui revient à chaque fois. C'est une sempiternelle question que l'on ne peut pas d'un coup de baguette balayer, mais ce qui est important, c'est que les gens veulent à la fois le beurre et l'argent du beurre. Et ils veulent être dans la société civile, mais avoir des avantages dans la société politique. On l'a constaté quand les modifications électorales ont dit qu'il n'était plus autorisé aux Mauritaniens de se présenter en tant qu'indépendants aux élections municipales et aux élections législatives. Pourquoi? Parce que quand il y avait des candidats à la candidature qui étaient rejetés, si ces candidats à la candidature ont de l'argent, ils se créaient, ils allaient d'abord faire candidature et ils avaient une base qu'ils avaient corrompue ou qui est la leur et ils sont élus. Une fois qu'ils sont élus, ils réintègrent le parti de leur choix. Et dans plusieurs pays, dont la Mauritanie, on met en place une réglementation électorale où on ne peut plus se présenter en tant qu'individu, on se présente au nom d'un parti. Et là aussi, on a constaté des choses bizarres. Il y a des partis politiques qui ne vont pas aux élections. Je ne sais pas à quoi ils servent. Parce que si on ne va pas aux élections, comment on peut participer à l'opposition quand on est dans l'opposition? Et une fois qu'on est parti au pouvoir, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que la question mérite d'être posée.
Enfin, concernant les améliorations, les recommandations, je crois que plusieurs personnes ont abordé des points très délicats et qui sont des points que les militants des droits de l'homme et la société civile doivent aborder. Il s'agit des droits culturels universels, qu'il s'agisse de la place de certaines questions dites tabous, qu'il s'agit des droits de la femme, mais aussi des droits de l'enfant, qu'il s'agisse de ce grand mouvement actuellement, on peut en parler, mais peut-être pas ici dans cette enceinte, concernant la justice, ou cette injustice qu'il y a dans notre pays. Enfin, et c'est important, quelqu'un l'a rappelé, il y a aussi le passif humanitaire. Je vais terminer par là. Il y a eu des années terribles en Mauritanie. Il y a eu des abus. Il y a eu ce qu'on appelle un conflit interne. Et il y a eu une solution, un début de solution qui vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas qui essaye au moins de poser le problème sur la table. Et il y a eu les accords entre les deux États, la Mauritanie et le Sénégal, avec le concours du Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle la justice transitionnelle, qui a ses règles et qui s'applique en cas de conflit. Et cette justice transitionnelle, j'en parle dans mon ouvrage. D'ailleurs, j'ai constaté que non seulement la salle est vide, mais peu de gens ont acheté mon livre ce soir, mais ce n'est pas grave. Les Wolofs ont une belle expression, ils disent Garaoul. Ce n'est pas du tout grave. J'en reviens à quelque chose de beaucoup plus grave, c'est que la justice transitionnelle, elle a des étapes qui sont des devoirs. Le premier devoir, c'est un devoir de mémoire. Il faut se souvenir, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas tourner la page avant de la lire. Et il faut conserver la page parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Devoir de mémoire. En second lieu, il y a un devoir de vérité. Il faut faire des enquêtes, il faut sortir des éléments fiables, il faut que ce soit du dur, il ne faut pas que ce soit du mou, il ne faut pas que ce soit quelque chose d'inventé, il ne faut pas essayer de jouer à l'affabulateur. Ça, c'est le deuxième devoir. Devoir de mémoire, devoir de vérité. Et le troisième devoir, c'est un devoir de justice. Il faut que les gens qui ont commis des crimes ou des délits soient traînés devant la justice et qu'ils payent, pas tout le monde, mais au moins le bout de la chaîne. Et là aussi, il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a des démarches qui permettent, dans des pays comme l'Afrique du Sud ou comme le Maroc, pas loin de nous, chez nous, de mettre en place une commission vérité et réconciliation. Vous pouvez dire que j'en ai parlé parce que j'en ai parlé aux dirigeants du pays qui m'ont dit que ce n'était pas l'ordre du jour. J'ai ajouté dommage. Mais ça, c'est à huis clos. Ce qui importe, c'est qu'après ces devoirs de mémoire, des devoirs de vérité et des devoirs de justice, il faut un devoir de réparation. Mais la réparation n'est pas financière. Elle est d'abord au niveau des papiers, que les gens à qui on a arraché leurs papiers et leurs terres, on leur restitue. Et parenthèse dans la parenthèse, pour les réfugiés qui reviennent du Sénégal, on a oublié ceux qui étaient au Mali. Ils étaient environ 10 000, excusez du peu. Et on a oublié pour certains de leur donner leurs papiers. Et ils sont confrontés à 3 difficultés. La première, c'est qu'ils veulent leur dignité et avoir leurs papiers, comme quoi ils sont Mauritaniens, ils se reconnaissent comme Mauritaniens et qu'on les reconnaisse comme Mauritaniens. La deuxième, ils ont souvent des terres qui leur ont été arrachées et distribuées à leurs voisins. Et quand ils reviennent chez eux, ils n'ont même pas la portion congrue où s'installer. Et la troisième, qui n'est pas la moindre, c'est qu'ils n'ont pas d'activité génératrice de revenus. Si vous n'avez pas les papiers, si vous n'avez pas la terre, si vous n'avez pas d'activité génératrice de revenus, pourquoi les ramener? La question mérite d'être posée. Je reviens à ma série de devoirs. J'ai dit qu'il y en avait 5. Devoir de mémoire, devoir de vérité, devoir de justice, devoir de réparation et enfin, devoir de réconciliation. C'est quand on a décliné les 4 autres devoirs qu'on peut se mettre autour d'une table et décider de ce qui pourra être fait. Voilà, je vous remercie et je réponds à mon collègue, c'est pas grave s'il y a Garaoul, comme disait Wolof, s'il y a peu de gens, parce que je suis sûr qu'on a la qualité et que certains se feront raconter ce qui se passe. Et il y a eu des journalistes, et je crois que sur les réseaux aussi, souvent mes conférences, et pas seulement mes conférences, passent en boucle, donc vous pouvez avoir l'occasion de les enregistrer. Je vais terminer par une citation, toujours la même. Les vieux professeurs radotent, et j'en suis un. Frantz Fanon, qui est un psychiatre français d'origine martiniquaise, a rejoint les maquis du FLN, Fédération, du Front de Libération Nationale, et il a eu ce mot génial. Il a dit « Chaque génération doit, dans une relative opacité
découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. J'espère que vous allez la remplir. Je vous remercie.